aujourd'hui pour vous présenter le bilan de mes lectures du mois de février. Donc je suis heureuse d'avoir relevé le défi et d'avoir réussi à lire sur 10 livres, 8 livres d'auteurs féminins qui étaient ma thématique imposée pour le mois de février. Je vais vous parler de ce livre que j'ai particulièrement adoré, je vais vous parler de ce livre que je n'ai pas terminé et partager aussi avec vous deux petites lectures enfantines que je n'ai pas intégrées dans mes 10 livres, mais dans cette quête que j'ai de redécouvrir ma bibliothèque, je redécouvre de petits bijoux. C'est parti, je vous présente tout ça. Alors déjà, je vous présente les livres pour enfants que j'ai redécouverts ce mois-ci, à savoir C'est à moi de Léo Lionni, ainsi que Vive la neige de je ne sais pas qui. Patrick Jacquemont et illustration de Kazuo Iwamura. Ce sont des livres que j'avais quand j'étais à la maternelle. Pourquoi ceux-là je les ai gardés, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas je les ai. Vive la neige, c'est l'histoire d'une petite famille d'écureuils qui, par un beau dimanche d'hiver, décident d'aller faire de la luge, alors que papa et maman n'ont pas très envie parce qu'il fait froid, et puis finalement ils se laissent prendre au jeu. Et C'est à moi est une histoire de petites grenouilles qui se battent pour décider qu'elles disposent de la terre, du ciel, du soleil ou de l'eau, et qui donc passent leur temps à se chamailler jusqu'à ce que... Et voilà, deux petites lectures sans prétention, juste pour m'amuser. J'en ai encore d'autres, donc ça va être assez rigolo. Oui, je regarde en bas parce que mes livres pour enfants, ils sont en bas, juste devant moi. Parce que vous voyez, vous, la bibliothèque derrière, mais en fait, j'en ai une aussi en face, avec les livres de cuisine, avec les vieux livres pour enfants, et avec des disques, mais c'est un autre sujet. Je vous parle maintenant d'un livre que je n'ai pas terminé. Quand j'ai décidé de me lancer dans les auteurs féminins, j'ai cherché quelques articles sur internet pour voir qui était considéré comme auteur classique ou comme auteur contemporain version féminine. Je vous partagerai, si je les retrouve, les deux blogs ou articles dont je me suis servi pour faire ma liste. Je vous les mettrai en barre d'infos, je vais y arriver. Tout va bien se passer, zen. Et donc j'ai eu la prétention de lire Simone de Beauvoir et j'avais choisi Mémoire d'une jeune fille rangée, je crois que c'est comme ça, le titre. Je me suis arrêtée au bout de 65 pages à peu près. Non pas que ce soit pas intéressant, parce que j'ai trouvé que les descriptions, alors même que d'habitude je trouve ça assez rébarbatif, étaient assez vivantes, on va dire, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire en ce moment, donc j'ai laissé tomber. Voilà, j'ai reposé le livre à la bibliothèque et je me suis dit que cet auteur classique-là, ce serait pour plus tard. Ensuite, j'ai lu deux livres qui étaient donc des livres non auteurs féminins. Un que j'ai déjà rendu à la bibliothèque, donc je vais m'aider de mes notes, qui s'appelait La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme, si je n'écorche pas son prénom. J'ai adoré ce livre. Alors il est tout bête, il se lit super facilement, déjà il est court et en plus de ça ce ne sont que des petites histoires d'une page ou deux. En fait ce ne sont même pas des histoires, ce sont des madeleines de Proust. Voilà. Je ne peux pas définir mieux que ça. Ça parlera particulièrement à ceux qui ont plus de 30 ans. Je pense notamment à un passage sur les anciens trains de la SNCF qui ne circulent plus, je pense, maintenant, ou en tout cas très rarement. Et voilà, en fait, l'auteur vous ramène dans des souvenirs d'enfance. Il vous parle de ces vieux trains de la SNCF, il vous parle de ces après-midi à écosser les petits pois avec votre grand-mère, il vous parle de cette bière que vous buvez pour la première fois et que la première gorgée n'aura plus jamais son pareil de toute votre vie. Voilà, ce sont que des exemples comme ça, des exemples assez vieux, je dirais, voilà, plus de 30 ans, mais qui du coup, moi, m'ont ramené plein de choses. J'ai fait systématiquement, à chaque histoire, des associations d'idées avec ma propre vie ou avec mes propres souvenirs, et c'est un livre avec lequel j'ai beaucoup souri. Voilà, donc si vous avez envie de passer une lecture simple, sans prétention,
juste pour stimuler votre cerveau et vous rappeler vos propres souvenirs, je vous conseille ce livre-là. Et en auteur masculin, donc j'ai également lu Laisse-moi te raconter les chemins de la vie, donc de Jorge Bucay, je ne sais pas comment il faut dire, c'est un auteur latin. Je l'avais déjà lu, donc c'est une relecture en fait. Ce sont des contes, des histoires plutôt que des contes, voilà, des histoires imaginaires. Cela raconte en fait une thérapie entre donc une personne et son thérapeute, sauf que son thérapeute a la particularité de systématiquement lui raconter des histoires imagées pour lui faire prendre conscience de son propre développement en fait. Du coup, c'est pareil, ça se lit super facilement, vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment puisque finalement il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Chaque petit passage peut être indépendant les uns des autres. Donc c'est vrai que ça se lit vite. Et voilà, moi ça rejoint mon côté développement personnel qui est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup. Et c'est une bonne façon de se poser des questions sur soi-même sans non plus se prendre la tête. Donc j'attaque maintenant les lectures féminines. Le premier livre que je ne peux pas vous présenter, c'est Dowie de Vicky Miron. Vicky Miron. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un chat et d'une bibliothécaire. Voilà, donc c'est pas de la grande littérature, c'est plus biographique qu'autre chose. Et c'est une dame, en fait, une bibliothécaire qui a travaillé aux États-Unis dans une bibliothèque pendant plus de 19 ans en compagnie d'un chat qui avait été abandonné à la bibliothèque. Ils l'ont retrouvé dans la caisse dans laquelle on rend les livres, en fait. Et le chat est devenu la mascotte, non seulement de la bibliothèque, mais aussi du village. Et voilà, elle se sert de ça comme prétexte pour présenter l'histoire de sa ville, l'histoire de la bibliothèque, l'histoire de sa famille. Donc tout s'entremêle un petit peu, mais c'est vraiment une lecture agréable, encore une fois sans prétention, mais qui fait du bien. Moi j'ai trouvé que ça faisait du bien, parce que j'adore les chats, j'adore les livres, j'adore la bibliothèque, donc comment ne pas aimer ce livre-là? C'était pas possible. Je peux maintenant vous présenter tous les autres livres puisqu'ils sont juste là. Je ne sais pas si vous les verrez, mais je vais vous les présenter. Donc je vous présente déjà à nouveau une relecture donc de Nina Roberts, Grosse Vache. Donc bien sûr, dans les mois à venir, beaucoup de relectures dans mes vidéos puisque, je le redis encore, au cas où ce soit pas clair, je redécouvre ma bibliothèque et mon Dieu, le nombre de livres que je n'ai pas lus ou que j'ai envie de relire. Alors Grosse Vache, c'est l'histoire de Nina Roberts qui est une ex-star du X, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc en fait Nina Roberts est une ex-star du X, elle a déjà publié un premier ouvrage qui s'appelait J'assume, dans lequel elle racontait son histoire, je l'ai d'ailleurs, je crois, de mémoire. Dans Grosse Vache, ça se veut un récit imaginaire, imagé, en tout cas c'est un roman, ce n'est pas une biographie, même si a priori elle s'est quand même beaucoup inspirée de sa propre histoire pour créer le personnage principal. Cela parle tout simplement du combat contre la boulimie, donc véritablement tout ce qui a pu traverser cette jeune femme dans la relation qu'elle a avec ses parents, dans son hospitalisation quand elle sombre dans l'anorexie, puisqu'elle passe de boulimie à anorexie, d'anorexie à boulimie, en passant par la case automutilation, enfin voilà, toute cette relation difficile à la nourriture, au corps, à soi, exprimée d'une façon très juste, très crue, sans faux semblant, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette relecture-là. Ensuite, je vous présente 7 pierres pour la femme adultère de Vénus Kurigata. Moyen, voilà, j'ai pas accroché plus que ça, en particulier à cause en fait du style de l'auteur. L'histoire en elle-même, c'est le destin croisé de 4 femmes, une femme accusée d'adultère et qui attend donc d'être lapidée. Voilà, l'adultère c'est qu'elle a été violée, donc ça on l'apprend dès le début du livre, mais cette femme est très sereine par rapport à ça, de par sa culture, de par sa religion, c'est quelque chose qui lui semble tout à fait normal. Elle est confrontée à une femme qui travaille dans l'humanitaire, qui ne considère pas ça normal du tout et qui souhaite la sauver, pas forcément pour les bonnes raisons, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure du livre.
plus deux autres femmes à nouveau qui sont en fait en lien, l'une travaille avec l'humanitaire, l'autre est plus ou moins la sorcière du village. Voilà, donc il y a le destin de ces quatre femmes qui se mêlent. Par contre, j'ai trouvé la lecture difficile pour deux raisons principalement. Dans un premier temps, je n'apprécie pas personnellement de lire un livre dans lequel je ne comprends pas les mots, et quand un auteur fait le choix de laisser certains termes dans la langue d'origine, là en l'occurrence l'arabe, je le comprends tout à fait parce que ça donne vraiment de la valeur au livre, et je ne comprends pas que ce ne soit pas traduit ou qu'il n'y ait pas de note d'explication, que ce soit en bas, avant, après, comme vous voulez, mais quand je lis, j'ai pas envie d'avoir mon ami Google à côté de moi. Donc ça m'a saoulée. Et ensuite, les quatre personnages principaux étant quatre femmes, il y a des LLL partout, un style assez lourd, en tout cas je l'ai trouvé lourd, et ça m'a alourdi la lecture et ça me l'a rendu compliqué, pénible, et du coup je n'ai pas pu vraiment rentrer dans le truc. Ça arrive. Je vous présente ensuite L'enfant qui ne voulait pas mourir de Marion Shergold, histoire vraie. Le pitch, c'est un enfant qui est atteint d'un cancer et puis de plusieurs cancers. Sa maman, bien évidemment, est effondrée et elle décide de se lancer dans un pari un peu fou, c'est d'inscrire son fils au livre des records, donc au Guinness Book, pour le plus grand nombre de cartes postales reçues. Il y a un énorme élan de solidarité qui va se mettre en place entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie, la France et tous les pays que vous voulez pour que cet enfant reçoive des tonnes et des tonnes et des tonnes de cartes postales, et ce fut le cas puisqu'il en a reçu des millions. Donc ça sert vraiment de prétexte, ce concours sert de prétexte à raconter l'histoire de cet enfant, de son parcours dans les hôpitaux, de la solidarité entre les parents d'enfants atteints de maladies incurables, etc. Mais je ne suis pas rentrée dedans non plus. J'ai été émue par moments, véritablement, mais il y a un petit peu trop de passages Dieu veille sur nous et c'est grâce à Dieu qu'on va s'en sortir. Je respecte toutes les formes de croyance puisque chacun les siennes, et si elles nous permettent d'avancer, j'ai envie de dire c'est tant mieux, mais c'était trop éloigné de mon mode de fonctionnement pour que je réussisse à m'identifier et du coup à vraiment investir cette lecture. Ensuite, Moment d'un couple, c'est en fait le premier que j'ai lu en février, donc Moment d'un couple de Nelly Allard. Ça restera mon favori je pense du mois de février. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est un roman qui raconte un moment de couple suite à un adultère, à une infidélité. Donc c'est l'homme qui trompe la femme. Ça aurait pu être plus original, mais en tout cas c'est la base de ce récit. Et pendant tout le livre, on se demande si elle va s'en aller, si elle va rester, si lui va s'en aller ou rester également, puisque au-delà d'une infidélité, il y a quand même un début, semble-t-il, d'histoire d'amour. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage, alors je ne sais pas comment ils font dire, mais en tout cas la femme avec laquelle il trompe sa propre femme, alors pas si je suis claire, est un rôle très intéressant. L'auteur lui a vraiment donné un style particulier, donc c'était assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur parce que les paragraphes sont assez courts et ça donne, j'ai trouvé, une bonne dynamique au livre. Après, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que, étant moi-même en couple depuis de très nombreuses années, je me suis projetée sur si ça m'arrivait, si c'est moi qui trompais, comment ça se passerait, etc. Donc là, je me suis identifiée, ou en tout cas, je me suis projetée. J'ai eu tour à tour envie de prendre cette femme dans mes bras ou de lui mettre des claques, selon ce qui était écrit. L'homme, pareil, en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire, mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça? Enfin, vous ne pouvez pas vous empêcher. Je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà, donc un livre comme j'aime parce que beaucoup d'émotions, beaucoup de questions, beaucoup de projections et ça fait une lecture vivante. Et ça, j'aime. Ensuite, une micro-lecture, Une femme de Annie Ernaux. Alors vraiment micro-lecture, puisque le livre fait, ne bougez pas, 106 pages. Autant vous dire qu'en 1 heure, c'est réglé.
J'ai trouvé justement cette auteure dans les listes dont je vous parlais, d'auteurs féminins à avoir lu ou à connaître. J'étais partie au départ pour prendre Une place, je crois que c'est ça, qui est son autre livre. Et en fait, une femme raconte, oh, c'est encore une biographie, le lien entre une fille et sa maman. Ce sont des souvenirs, elle raconte ses souvenirs suite au décès de sa maman en fait. Donc elle raconte comment c'était quand elle était enfant et elle raconte comment c'était quand sa maman a fini en maison de retraite ou à l'hôpital parce qu'elle commençait à perdre la boule et donc tout ce que ça lui a évoqué en elle. Et j'ai trouvé ça doux. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'était vraiment doux, c'était attachant. Moi, ça m'a vraiment touchée par rapport à ma maman, à moi, qui est en vie et qui va très bien, hein, c'est pas le souci. Mais pareil, je me suis projetée, je me suis imaginée, je me suis rappelé des choses. Et donc, ça, c'est l'histoire de Une femme. Et l'autre livre, qui est donc, je crois, Une place, si je ne fais pas d'erreur, c'est la même chose, mais avec son papa. Donc, je pense que ce sera dans mes très prochaines lectures. J'ai terminé hier La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb, qui est mon premier Amélie Nothomb. Voilà. J'avais vu au cinéma Stupeur et Tremblement il y a un sacré bout de temps, mais je n'avais pas eu l'occasion de la lire. Et il se trouve que j'ai une amie à moi qui m'en a beaucoup parlé récemment. Et Amélie Nothomb apparaît bien sûr dans les auteurs féminins à connaître. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai encore laissé dedans des petits bouts de papier parce qu'il y a vraiment des passages qui m'ont marqué. Notamment un passage où elle explique cette capacité qu'elle a à pouvoir tout foutre en l'air au dernier moment, c'est-à-dire que quand elle a un rendez-vous, que ce soit professionnel ou personnel, elle peut jusqu'au dernier moment envisager tous les moyens de ne pas y aller, en se faisant porte-à-pale, en faisant arrêter le taxi juste avant le lieu de rendez-vous, en s'arrêtant sur un banc public parce qu'elle ne peut plus avancer. Et ça me parle énormément. J'ai souffert d'agoraphobie il y a quelques années. J'ai encore beaucoup de mal à prendre sur moi pour me déplacer et dormir ailleurs que chez moi, donc ça m'a parlé. Et le terme de nostalgie heureuse est très drôle parce que en France, c'est vrai que la nostalgie, on pense souvent à quelque chose de triste, alors que pour les Japonais, la nostalgie est quelque chose de bon. Donc voilà. Pour la petite histoire, en fait, c'est Amélie Nothomb donc, qui a vécu un certain moment dans sa vie, quand elle était toute petite au Japon, puis elle y est retournée, donc c'est ce qu'on apprend dans Stupeur et Tremblement, elle y est retournée pour travailler, pour finalement rentrer en France, et là, dans le cadre d'une émission de télé, tournée je crois par France 5, mais je suis pas sûre, elle retourne là-bas, avec donc les caméras de la télévision, elle retrouve sa nounou, elle retrouve son premier amour de jeunesse et elle raconte voilà, ses souvenirs de revoir la maison de son enfance, de revoir son école, de revoir son premier chéri, etc. Donc j'ai découvert sa plume véritablement et j'ai trouvé que ça se lisait tout seul. On a l'impression d'être en train de discuter avec une copine, quoi. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai eue et ça m'a donné envie de lire d'autres Amélie Nothomb par la suite. Et enfin, le dernier qui est en cours, mais alors vraiment très en cours puisque je l'ai commencé ce matin, donc je n'ai lu que quelques pages, mais il sera sans doute fini, je pense, d'ici demain. C'est L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Donc pareil, j'ai vu le film il y a quelques années avec Josiane Balasco, si je ne fais pas d'erreur, et j'avais trouvé ça très touchant, donc je m'étais dit un jour, bah tiens, je le lirai, et puis c'est sorti de ma tête. Et ma fameuse liste de auteurs féminins à découvrir parlait de Muriel Barbery, et quand j'ai revu le titre, je me suis dit, mais oui, bien sûr, il faisait partie de ceux que je voulais lire, ceux-là. Donc, l'histoire de l'élégance du hérisson, vous la connaissez sans doute, mais au cas où, c'est dans un même immeuble, l'histoire, la relation, la rencontre entre une petite fille de quelques années, bien décidée, je crois qu'elle a 10 ans de mémoire, mais je suis pas sûre, bien décidée à mourir. Voilà, et de la concierge de l'immeuble, un petit peu toute pourrie, toute moche, qui est assez dénigrée et qui en fait est quelqu'un qui a beaucoup de culture et va se lier un lien entre les deux. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, ni si j'ai aimé ou pas, mais je commence cette lecture. Voilà, c'est fini pour ce bilan du mois de février, je suis vraiment contente, j'ai lu beaucoup, j'ai énormément de temps pour moi en ce moment, alors bien sûr ça aide.
Vous l'avez vu peut-être dans ma précédente vidéo, mon challenge personnel en lecture imposée pour le mois de mars sera autour d'un auteur, à savoir Paolo Coelho, plus ma participation au challenge à 1000, le week-end à 1000 qui commence le week-end prochain. J'ai encore de bonnes séances de lecture devant moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao!